à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans À l'air libre. Nous sommes le mercredi 16 septembre 2020. Je suis avec toi, Mathieu Magnolec. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Alors, émission spéciale États-Unis à 47 jours de la présidentielle. Avec toi, Mathieu, on revient sur la campagne extrême droitisante de cette campagne. Et puis, on ira à Portland, ville symbole. Des manifestations antiracistes et anti-violence policière s'y tiennent depuis 3 mois. Reportage avec Alexis Buisson. En plateau, Jalen Howard, basketteur franco-américain qui joue à Portland et qui a participé à la grève de la NBA, nous racontera son expérience. Trump est-il le porte-parole de l'Amérique blanche? Grand entretien avec l'historienne Sylvie Laurent qui publie Pauvre petit blanc. Bienvenue dans À l'air libre, saison 2, épisode 3. L'élection présidentielle aux États-Unis, c'est dans 47 jours. D'un côté, le démocrate Joe Biden, 77 ans, pas très audible, il faut le dire. Et de l'autre, Donald Trump, 74 ans, républicain, voire républicain à droite toute. Mathieu, tu nous résumes ce drôle d'été américain en 5 minutes chrono. En 5 minutes chrono, oui, Valentine. Et pour s'en rendre compte, il suffit de regarder la grande discussion de cet été. Avec Trump, les États-Unis seraient-ils devenus un État fasciste? Question posée fin juillet par le journaliste Mehdi Hassan sur la chaîne MSNBC. For far too long, we have shied away from saying the F word. For a lot of people, calling Donald Trump a fascist was just ad hominem, a lazy political insult. It was the liberal who cried wolf. Look, I get it. Fascism is associated with dictatorships, with mass murder. And we've not had either yet here in the US, thank God. Although, like with every good authoritarian, there is the question of whether President Trump will leave office when the time comes. Just last night, the Democratic presidential nominee Joe Biden warned that Trump will try to indirectly steal the election. Et ce que nous avons vu cet été, c'est un été d'escalade avec un moment clé. Le 23 août, Jacob Blake, un Afro-Américain de 29 ans, est visé 7 fois dans le dos par la police de Kenosha dans le Wisconsin alors qu'il tente de regagner sa voiture. On le voit, on vous a épargné le moment où les policiers tirent, on a compris l'idée. À Kenosha, mobilisation immédiate et 2 jours plus tard, un jeune homme de 17 ans, fan de Trump, adepte des théories suprémacistes, tue en pleine rue 2 manifestants au fusil d'assaut. Il est arrêté, inculpé pour homicide volontaire. Mais que fait Trump? Eh bien, il soutient. He was trying to get away from them, I guess, it looks like, and he fell, and then they very violently attacked him. I guess he was in very big trouble. He would have been, he probably would have been killed, but it's under investigation. C'est sous enquête, mais Trump invoque quand même la légitime défense sans vraiment le dire. Pour Trump, en fait, tout est prétexte à utiliser la guerre, à attiser la guerre culturelle entre les deux Amériques. La pandémie, par exemple, elle devient un argument de campagne. Le Covid aux États-Unis, c'est 200 000 morts, premier pays en nombre de décès dans le monde. Trump l'avait à un moment qualifié de hoax, inventé par les démocrates. Maintenant, il promet un vaccin avant l'élection et pendant ce temps, ses partisans se pressent sans protection à ses meetings. Regardez cette image d'une réunion publique en Caroline du Nord le 8 septembre. Alors on peut dire d'accord, c'est en plein air, mais malheureusement, vous allez voir, c'est pareil en intérieur. Ici, les photos d'un meeting lundi soir à Phoenix, dans l'Arizona, prises par une journaliste du tabloïd britannique, le Daily Mail, quelques rares masques et des distances de sécurité, on ne le voit pas du tout. Respecté. À ce tableau, pas très Covid en effet. Alors à ce tableau, il faut ajouter le déni climatique, déni total. Aux Californiens touchés par les méga-feux du moment, Donald Trump répond « La science ne sait rien, ça va finir par se refroidir ». Dans cette élection très tendue, Valentine, même le climat est devenu un sujet de division. Et une ville symbolise bien cette atmosphère, c'est Portland. On en parle tout de suite avec notre invité, le basketteur de NBA, Jalen Howard, et dans À l'air libre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Jalen Howard, vous avez 21 ans, vous êtes franco-américain, vous êtes né au Havre et vous êtes basketteur de NBA. Vous jouez dans l'équipe de Portland, les Trail Blazers. Là, on vous voit lors d'un match face aux Lakers de Los Angeles. C'est sur votre compte Instagram. Vous aviez gagné ou perdu cette fois-là? C'était le dernier match de la saison, donc c'est le match 5 qu'on avait perdu celui-là. Bon, vous gagnerez le prochain. Un mot, avant, on va rejoindre Alexis Buisson, un mot pour désigner Donald Trump. C'est un individu intéressant du moins. Je trouve que des fois, il dit des choses qui sont un petit peu hors contexte et un petit peu hors du commun des fois. Et je trouve que c'est quelque chose de très particulier, quoi. Intéressant et hors du commun. C'est vrai que ça le définit bien, hors du commun. Donc on est en ligne avec Alexis Buisson. Salut Alexis, tu es à New York, sur la côte Est, et tu reviens juste de Portland, de l'autre côté du pays, donc dans l'État de l'Oregon. Tu étais à Portland pour couvrir les manifestations de Black Lives Matter, mais quand tu es arrivé, tu as découvert une ville cernée par les incendies.
Oui, tout à fait. Et puis une ville où régnait vraiment une ambiance fantomatique, apocalyptique même, vraiment lugubre pendant les jours où j'étais sur place. La fumée causée par les incendies, on va le voir sur ces images, a coloré véritablement le ciel en jaune et installé un voile de fumée sur la ville. Un voile si important, Valentine, que Portland avait ces jours-là la pire qualité d'air au monde et que la température a chuté car les rayons du soleil étaient tout simplement bloqués par cette fumée. La semaine dernière, 10% de la population de l'État de l'Oregon a dû être évacuée ou a été notifiée de se préparer à évacuer. Au total, il y avait une quarantaine d'incendies dans l'Oregon dus à une sécheresse importante et au vent fort qui soufflait sur la région, des facteurs qui ont également contribué à d'autres incendies importants sur toute la côte ouest des États-Unis. Et ce qui est fou, c'est qu'en discutant même avec certains évacués, ils ne mettent pas en cause le changement climatique dans cette situation. Pour eux, ce sont des incendies volontaires déclenchés par Antifa, le mouvement antifasciste que Donald Trump décrit comme une organisation terroriste. Des rumeurs qui étaient tellement insistantes que le FBI et la police locale ont dû démentir formellement. Et ce qui nous emmène, Alexis, à cette fracture là-bas entre manifestations antiracistes et suprémacistes blancs. Tu as tourné une vidéo de ces manifestations. Oui, tout à fait. Une vidéo tournée dans un quartier nord de Portland. Une trentaine de personnes étaient réunies la semaine dernière autour de Leif Winston, qui est la mère de Patrick Kimmons, un jeune noir tué par la police en 2018. Elle se mobilise toutes les semaines, cette mère, pour demander la réouverture de l'enquête sur la mort de son fils. Alors c'est un groupe qui était assez restreint quand j'y suis allé, tout simplement à cause de la fumée. Mais même si c'est une petite manifestation, elle était assez symbolique, je trouvais, de ce qui se passe à Portland en ce moment. C'est une manifestation qui était largement pacifiste, ce qui est le cas de la majorité des rassemblements à Portland. Des manifestants qui étaient essentiellement blancs, car je rappelle que Portland est une ville très blanche, et des manifestants qui doivent faire face à des insultes, parfois même des agressions de la part de passants. J'ai vu par exemple lors de ce rassemblement une moto forcer le passage quand le groupe a bloqué un carrefour, et on m'a dit qu'une manifestante avait été frappée dans le passé. Alors pourquoi cette tension? Parce que Portland est une sorte de bulle progressiste, c'est comme ça qu'elle est décrite, une bulle progressiste dans un État, l'Oregon, qui est l'un des États les plus blancs des États-Unis et qui a une histoire raciste parfois méconnue. Alors c'est le seul État, par exemple, à avoir été gouverné par un membre du Ku Klux Klan dans les années 20. Et un décalage, en fait, Valentine, s'est formé au fil du temps entre Portland, et qui est forte d'une tradition antifasciste et antiraciste qui s'est développée au fil du temps, et la banlieue, la périphérie de Portland, où plusieurs groupes d'extrême droite se sont formés. Les deux mondes s'affrontent à tel point qu'un membre d'Antifa a été tué à la fin du mois d'août par un membre d'Antifa a tué un membre d'un groupe d'extrême droite dans les rues de Portland à la fin du mois d'août. Et donc Donald Trump a fait de Portland un symbole du chaos au cœur des villes américaines, et forcément sur place, les pro-Trump relaient son discours. Oui, tout à fait. J'ai pu rencontrer deux supporters de Donald Trump lors d'une manifestation d'un groupe pro-police. Vous avez à droite Paul et à gauche donc son beau-père Scott, qui disent avoir été insultés ou agressés par des personnes liées à la nébuleuse Antifa, qui est vue à Portland comme responsable de certains actes de vandalisme qu'on a pu voir dans les médias. Et comme Donald Trump, ils disent que c'est la faute du maire démocrate de Portland qui a laissé la situation s'envenimer. Et on voit là, Valentine, tout le nœud du problème. Vous avez d'un côté un président pyromane qui exagère en quelque sorte la situation sur place. Vous avez des éléments radicaux des deux côtés qui recherchent le grabuge. Et puis vous avez au milieu des militants modérés, antiracistes, qui dans certains cas justifient les actes de vandalisme au motif qu'ils seraient mineurs par rapport aux vies de Noirs tués par la police. Et s'il y a bien une chose sur laquelle les gens de droite ou de gauche à qui j'ai pu parler sur place s'accordent, c'est bien que le risque de violence est très élevé et vraisemblable dans cette région après l'élection de novembre. Une militante trumpiste à qui j'ai parlé au téléphone m'a dit que la région pourrait être plongée dans, je cite, une sorte de nouvelle guerre civile, d'autant que l'accès aux armes est plutôt facile ici dans l'Oregon. Merci Alexis, on te retrouve bientôt dans L'air Libre. Tu suis la campagne pour Mediapart ville par ville. C'est quoi la prochaine étape ?
Alors, on va aller en Floride, où je vais m'arrêter le long du couloir autoroutier I4. C'est une zone qui, traditionnellement, et dans l'histoire, détermine l'issue des élections présidentielles en Floride. Merci, Alexis. À bientôt. Jalen Howard, cette nouvelle guerre civile dont parle Alexis, que promettent les pro-Trump, et d'ailleurs Donald Trump lui-même promet le chaos s'il n'est pas réélu. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas trop parce que, en tout cas, pendant que j'étais aux États-Unis, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre un petit peu ce qui se passe, que Donald Trump, des fois, il dit des choses qui sont un petit peu ignorantes, je pense. Et je trouve que les gens commencent à être de plus en plus antiracistes. Je vois beaucoup de Blancs qui luttent contre le racisme envers les personnes de couleur. Et je pense que ça me donne de l'espoir pour le futur. Et d'ailleurs, vous-même, vous vous êtes engagé. Alors, comme beaucoup de joueurs de NBA, vous êtes impliqué dans la grève historique qui a eu lieu fin août contre les violences policières, contre le racisme. On en a parlé sur Mediapart. Iban Raïs a raconté cette grève qui a éclaté alors que tous les joueurs de NBA étaient rassemblés à Orlando au moment des playoffs. C'est le grand tournoi de fin de saison de la NBA. Vous étiez donc à Orlando, je le précise, à cause du Covid. Tout était là-bas, sur le site de Disneyland, cet énorme parc d'attractions en Floride. Ça devait être un peu bizarre comme ambiance. Ouais, c'était particulier. C'était particulier, mais c'est donc là, c'est de là que c'est parti. Et le déclencheur de cette grève, Mathieu en a parlé tout à l'heure, c'est l'arrestation très violente de Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisconsin. Cette grève était une grande première. On vous a vu porter ce t-shirt. Voilà, Black Lives Matter. Pourquoi vous avez décidé de le porter à ce moment-là et de l'afficher? En fait, c'était quelque chose qui était très important pour moi et même le reste de la NBA. Et on savait qu'à Disney, toutes les équipes allaient être ensemble à un même lieu. Et du coup, qu'on allait avoir une grande plateforme, que beaucoup de gens allaient regarder nos matchs. Et donc, on trouvait que ça allait être le meilleur moment pour passer un message qui nous tient à cœur, quoi. Et donc vous avez eu ces discussions entre joueurs, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi c'est important, etc. On en a parlé pendant le confinement. On a eu de nombreux rassemblements, des réunions pour parler un petit peu de qu'est-ce qu'on allait faire pour lutter contre le racisme et essayer d'aider la cause, quoi. Et même quand on arrive à Disney, on a eu une grande réunion pour essayer de continuer à lutter contre le racisme. Parce qu'il faut dire qu'en fait, depuis le 29 mai, la mort de George Floyd, évidemment, les États-Unis ont été dans cette ébullition. Et dès ce moment-là, j'imagine, vous en parlez avec vos collègues, avec les autres joueurs? On en parle souvent parce que c'est quelque chose qui nous touche. Et la majorité des joueurs de notre équipe, on est des personnes de couleur. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on veut faire de notre mieux pour essayer de lutter contre ça, quoi. Alors la grève s'est arrêtée. La NBA a promis de soutenir des mesures pour plus de justice. Elle a même transformé des stades en bureaux de vote pour l'élection. Est-ce que vous pensez que ces promesses seront tenues? Par rapport aux salles avec les votes, etc. Oui, la NBA qui, pour arrêter la grève, fait des promesses sur la justice sociale. Est-ce qu'elles vont être tenues? Est-ce que vous allez continuer un peu d'être sûr que... Je pense que ça va se faire parce que je trouve que la relation entre les dirigeants de la NBA et les joueurs, elle est forte. Je trouve qu'ils nous entendent, ils nous aident beaucoup pour faire passer des messages. Donc je pense que oui, les promesses vont être tenues. Du coup, vous êtes en France, la saison s'est arrêtée prématurément, vous êtes donc rentré en France et vous avez donc aussi participé à Montpellier en famille à des manifestations également antiracistes contre les violences policières, notamment avec le comité Justice et Vérité pour Adama. Est-ce que les manifestations aux États-Unis sur ça et en France, c'est pareil? Quelles sont les différences? La différence, en tout cas moi je sais que par rapport à celle de Portland, elle était un petit peu plus petite en termes de nombre de personnes, mais elle était aussi puissante, je pense, parce qu'on passe tous le même message, on se bat tous pour la même chose. Donc je pense qu'il y ait beaucoup de personnes ou pas, c'est fort et je pense que ça montre beaucoup de solidarité, quoi. Pourquoi c'était important pour vous d'y être? Je pense que c'était important parce que... En famille, c'est ça? Oui, on était en famille parce que j'avais une conversation avec mon frère et il m'avait dit que il n'était pas très à l'aise dans l'idée d'aller manifester parce qu'il ne voulait pas que quelque chose lui arrive. Et quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment touché. Et je trouve que ce n'est pas normal pour quelqu'un de son âge d'avoir peur de sortir dans la rue, entouré de policiers, des choses comme ça. Donc je trouvais que c'était super important et je voulais lui montrer qu'on est tous ensemble, on va se battre pour la cause, quoi. Votre frère, il vit en France? Il est parti aux États-Unis il y a 4-5 jours. D'accord. Ouais. Mais quand il avait peur, c'était en France? Oui, c'était en France. Et du coup, je voulais lui montrer que tu n'as pas besoin d'avoir peur, on se bat tous ensemble et tout va bien se passer, quoi.
Vous retournez à Dallas pour vous entraîner bientôt, c'est ça? Oui, dans à peu près 3 semaines. D'accord, donc c'est la reprise pour vous. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas, Jalen Howard, d'être passé dans À l'air libre. À très bientôt. Tout de suite, le grand entretien avec Sylvie Laurent. Bonjour Sylvie Laurent. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes historienne, américaniste, enseignante à Sciences Po Paris, professeure associée à Harvard et Stanford, donc un pied à Paris, un pied aux États-Unis. Et vous publiez Pauvre petit blanc, le mythe de la dépossession raciale aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Sylvie Laurent, Alexis Buisson, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, nous parlait de cette ambiance de guerre civile latente aux États-Unis. Donald Trump lui-même alimente cette idée. Est-ce que c'est possible ? Non, en fait, pardon, je vais faire un pas de côté, mais il me semble que la rhétorique de la fin du monde et que la rhétorique de la guerre civile, on la connaît depuis très longtemps. C'est un outil formidable pour tous ceux dont je parle dans le livre qui, depuis le XVIIe siècle, veulent justifier le maintien de l'ordre et le privilège de la population blanche. Ces milices d'extrême droite qu'on voit dans la rue, qui sont un peu les cavaliers de l'apocalypse, elles font croire que quelque chose comme une eschatologie, le déclin de l'Occident, la disparition des États-Unis comme nation chrétienne et blanche adviendra sous peu si des miliciens ou des patriotes de bonne volonté ne s'élèvent pas pour défendre l'Amérique blanche. Et donc cette rhétorique est très utile pour justifier non seulement l'élection d'un homme fort qui lui sera remettre de l'ordre et calmer les radicaux, mais plus encore pour attiser chez les blancs le sentiment du danger imminent. Et le propos de ce livre, c'est de dire que ce sentiment de dépossession, cette peur que quelqu'un va venir vous prendre ce qui vous revient de droit, c'est au cœur de la conscience politique d'être blanc aux États-Unis et c'est ce stimuli racial que Donald Trump a réussi à infuser dans la société et qui lui donne cette force. Tant que les blancs ont peur, ils se sentent blancs et leur identité personnelle devient quelque chose comme une identification politique extrêmement forte, ce qui rend les conflits raciaux encore plus inextricables. Mais c'est sur ça qu'il joue en ce moment précisément, sur cette peur-là, qui devient un élément de propagande dans le cadre de sa campagne. En fait, c'est là-dessus qu'il joue depuis déjà 2016 et déjà dès avant, depuis l'élection de Barack Obama. C'est-à-dire l'idée que quelqu'un d'illégitime comme Barack Obama puisse devenir président a donné lieu... Il y a un de ceux qui ont dit qu'il n'était même pas né américain. C'est même celui qui a lancé le birtherism à l'époque. C'est une façon de dire, faites attention, braves gens, pendant que vous travaillez dur, que vos revenus stagnent, que vos emplois disparaissent, les Noirs et les Bruns prennent le pouvoir. Regardez déjà la Maison-Blanche, déjà la Cour suprême, regardez à côté, dans votre voisinage, n'y a-t-il pas une famille mexicaine qui conspire à vous nuire et qui bientôt viendra dans votre jardin? C'est un discours classique de l'extrême droite qu'on connaît bien en Europe, et j'y fais allusion dans mon livre, mais qui en réalité titille de façon anthropologique quelque chose qui remonte à la plantation, qui remonte à l'Amérique coloniale, où l'on craignait que les esclaves noirs se rebellent, que les Indiens viennent se venger et que l'Empire récupère sa colonie. Alors si on en revient à la victoire, les racines de la victoire de Donald Trump en 2016, et finalement la base du soutien important dont il dispose toujours, il faut bien le dire, vous dites dans le livre que c'est une victoire qui est en fait davantage due au sentiment de ce que vous appelez la dépossession raciale, d'une majorité donc d'électeurs blancs, plutôt qu'à leur anxiété économique, c'est le terme souvent utilisé aux États-Unis. Or, quand Trump a été élu, y compris ici en Europe, c'est une explication qui a été souvent mise en avant, en disant c'est les petits blancs qui se sont rebellés en raison de leur déclassement. Et en même temps, dans le livre, vous dites que le déclassement de beaucoup d'Américains, mais particulièrement aussi des Blancs comme les autres, il est aussi très important aussi aux États-Unis ces dernières décennies. Donc, pourquoi vous privilégiez cette explication de dépossession raciale ? Alors, il est évident que les inégalités sociales aux États-Unis ont fait des ravages absolument considérables dans l'ensemble de la population, et les Blancs étant majoritaires, à près de 65%, ils sont bien évidemment frappés au même titre par tous les méfaits, tous les ravages causés par les inégalités. Simplement, c'est une chose de reconnaître que certains Blancs sont frappés économiquement et que certains sont responsables, à commencer par les grands patrons, les possédants et ceux qui se sont enrichis, et les pouvoirs publics et les politiques qui ont présidé aux réformes fiscale et au système économique qui a facilité ces inégalités. Mais c'en est une autre de dire que si l'on est moins que ce que l'on pourrait être, si l'on a perdu, c'est à cause des minorités, c'est à cause des Noirs, des femmes et des immigrés. Et donc il y a une différence, c'est pour ça que mon livre s'appelle « Pauvre petit blanc », il y a quelque chose, je parle d'une ironie épistémologique, c'est-à-dire que les gens qui se sont sentis en colère, cette politique du ressentiment face au sentiment de perdre quelque chose, c'est pas les plus pauvres qui l'ont eu, c'est pas les ouvriers blancs, contrairement à ce qu'on a raconté. Les plus pauvres aux États-Unis, blancs, ils ne votent pas, et ensuite lorsqu'ils votent, les salaires les plus faibles ont voté pour Hillary Clinton. Ceux qui ont voté massivement
blanc pour Trump et qui continuent à le soutenir, puisque 90% des républicains sont favorables à la candidature et soutiennent les politiques de Donald Trump, ce sont beaucoup les chrétiens. Je crois qu'on a beaucoup sous-estimé, pas que les évangélistes, les catholiques, les chrétiens, les presbytériens. Une étude récente vient de montrer qu'ils sont plus racistes que les autres, qu'ils ont plus le sentiment du déclin de l'Occident et que l'Amérique chrétienne va disparaître, et que leur soutien à un président qui parle de restaurer cette espèce de pouvoir blanc, et je reviendrai peut-être sur cette idée de white power qui est tellement intéressant, puisqu'évidemment il fait écho au black power, c'est ça qui les a animés, parce qu'ils ont entendu chez un candidat Trump le fait qu'il entendait leurs griefs, qu'il entendait leur anxiété et qu'il entendait y répondre. Donc vous dites, les États-Unis, c'est une nation blanche, c'est votre expression, où le ressentiment des Blancs a été patiemment politisé depuis des années par la droite, mais pas seulement, par aussi certains progressistes, ou des gens qui s'affichent comme progressistes, plus largement par les médias. C'est un discours qui est infusé dans les médias, et la grande peur, le sous-bassement de ce discours, c'est la peur de devenir minoritaire aux États-Unis, alors que les hispaniques, les noirs vont devenir bientôt majoritaires au début des années 2040 aux États-Unis. Voilà, donc il y a une réalité démographique qui est que les États-Unis basculent d'une majorité de la population. Je disais tout à l'heure, entre 60 et 65% de la population est encore blanche, et on estime qu'à échéance de 2040, il y aura davantage d'hispaniques, de minorités, et déjà, d'ores et déjà, alors que je vous parle, la plupart des enfants qui naissent sur le sol américain ne sont pas blancs. Donc il est vrai qu'il y a cette idée que numériquement, il y aura un basculement. Mais qui détient le pouvoir ? Qui tire les rênes de ce pays? Est-ce qu'on a l'idée de la proportion de minorités au Congrès, à la tête du CAC 40, dans la Silicon Valley? Cette idée que le pouvoir va échapper aux Blancs est une folie, est un fantasme, est quelque chose de l'ordre de la paranoïa profonde, qui est entretenue en effet par la criminalisation des Noirs depuis que les Noirs sont présents aux États-Unis, c'est-à-dire depuis 1619, et par l'idée qu'il faut de la sécurité. Et Joe Biden, j'ai le regret de le dire, est celui qui a présidé dans les années 90 à cette politique sécuritaire, policière. Pourquoi? Parce que les classes moyennes blanches veulent être en sécurité parce qu'elles ont peur. Vous utilisez beaucoup, donc c'est le titre du livre, l'expression « pauvre petit blanc ». Vous utilisez de façon ironique pour justement questionner cette victimisation. Mais évidemment, moi, comme correspondant de Mediapart aux États-Unis, j'ai rencontré beaucoup de nombreux électeurs de Trump qui, quand on se moque d'eux d'une certaine façon comme ça, ça leur rappelle par exemple ce que dit Hillary Clinton sur le panier de gens déplorables. Donc en fait tout ça pour dire que en fait, ce genre d'expression, quand on leur renvoie à la figure finalement à ces électeurs, ils disent mais vous vous moquez de nous en fait, vous nous méprisez. Ce sentiment de mépris un peu culturel qu'ils peuvent ressentir, d'abord ils disent pas toujours que c'est parce qu'ils sont racistes évidemment, bon voilà, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce sentiment de mépris qui semble être aussi un élément très important? Est-ce que c'est juste du racisme qu'ils s'avouent pas en fait, ou est-ce qu'il faut prendre en compte ce sentiment de mépris qu'ils ressentent? Alors d'abord, je voudrais bien que ce soit clair que le titre de mon livre n'est pas une apostrophe à un groupe de... Ce que je dis, et c'était déjà l'objet d'un de mes livres anciens sur le Poor White Trash, c'est que le pauvre petit blanc n'existe pas. C'est un fantasme, c'est une construction politique. Il n'y a pas de population qui... On a créé ça en 2016. On nous a fait croire qu'il y avait un tatoué avec sa bouteille de bière quelque part en Pennsylvanie qui venait de perdre son emploi et qui allait voter pour Trump. Pour moi, c'est un stéréotype. C'est un stéréotype qui n'existe pas. Il y a une classe moyenne blanche et supérieure, c'est aussi pour ça que je parle de pauvres petits blancs, la plupart sont tout à fait plus fortunés que la moyenne des Américains, et certains sont des intellectuels, pas du tout tatoués avec une bière, mais en costume dans les salons feutrés de Washington, qui créent cette idéologie du ressentiment. Donc oui, il y a des gens qui ont été méprisés par le Parti démocrate, il y a des classes dominantes qui considèrent que de toute façon, tous ceux qui sont pauvres et qui ne votent pas sont partie négligeable, mais la réalité, c'est que le discours qui consiste à dire toi qui te sens humilié, toi qui te sens dépossédé, c'est pas compliqué, c'est à cause des Noirs, c'est à cause des Hispaniques, et qui le convainc de ça. Celui-là est l'intellectuel qui tire les ficelles. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup les milices blanches dans les rues aujourd'hui. Ce qui se passe en réalité, c'est que cette idéologie-là, elle est au cœur du pouvoir. Elle est parmi les plus proches conseillers de Donald Trump. Et des gens très éduqués, qui a été à l'université, comme Stephen Miller, sont ceux qui soufflent à Donald Trump le fait de répéter à ces pauvres blancs qui portent la casquette que s'ils sont si malheureux, c'est parce que bientôt les Noirs viendront dans leur quartier, que si les démocrates sont élus, les Hispaniques prendront le pouvoir et qu'eux n'auront plus
plus rien. Ça, c'est un discours. Donc on est dans, en fait, je parle d'un registre de discours qui a servi depuis le XVIIe siècle à maintenir un régime de pouvoir au sommet duquel les Blancs continuent à mener le pays selon cet ordre qu'ils veulent défendre. Alors justement, vous parlez de registre de discours. Est-ce que, alors tout contexte culturel bien différent entre les États-Unis et la France, mais est-ce qu'il y a des registres de discours un peu similaires aux États-Unis dans les années 60-70? On parlait de quartiers assiégés quand les Noirs arrivaient dans les banlieues blanches. Ici, on parle d'insécurité culturelle, on parle de territoire perdu de la République. Est-ce que c'est la même logique qui a cours dans ce discours en Europe et aux États-Unis? Il y a certainement des résonances et des choses qui me font sourire, d'autant que la plupart des gens qui tiennent ce genre de discours sur les territoires perdus de la République, sur l'identité malheureuse des Blancs, sur le blanc bouc émissaire, entend-on déjà, sont les mêmes qui... Le racisme anti-blanc depuis 2005. À chaque fois, ce sont des réponses à des mouvements antiracistes. En 2005, c'est le moment où l'antiracisme politique se met en place en France, et donc on invente le racisme anti-blanc. Pareil avec l'ensauvagement, après les manifs à Damas. Exactement, le fait que le comité Adama, ce serait eux les racistes et pas les autres. C'est-à-dire que c'est des vieilles techniques qui sont directement importées des États-Unis. Donc quand je les entends dire que les antiracistes importent des États-Unis, ça me fait beaucoup rire parce que tout ce discours-là a été théorisé dans les années 70 par les néoconservateurs américains. Et on retrouve la même chose, c'est-à-dire délégitimer les véritables opprimés pour se figurer soi-même comme la victime. Et on dit que tel homme blanc attaqué par MeToo est victime d'un lynchage, avec une outrance absolue dans l'usage des termes. Les racistes et les conservateurs importent aussi les techniques américaines. Tout le monde apporte, et surtout eux, puisqu'en général ils ont été aux États-Unis. Un certain nombre de gens, si on regarde leur CV, c'est très intéressant. Ils ont été aux États-Unis à une époque et ils ont absorbé ce discours selon lequel ce sont les Blancs, les conservateurs, les défenseurs de l'Occident qui sont victimes. On ne peut plus rien dire, vous connaissez le lieu commun. Et donc tout le multiculturalisme. En ce moment. Voilà, et ce sont ceux-là même qui nous disent que dans les banlieues périphériques, il y aurait des Blancs malheureux soumis aux hordes de Bruns et de musulmans qui les attaqueraient. C'est-à-dire c'est la même rhétorique qui vise à inventer un Blanc malheureux et qui évidemment a pour ambition de maintenir les conservateurs et les plus droitiers au pouvoir. Juste, vous n'êtes pas politique évidemment, mais quel antidote intellectuel on peut mettre en place pour éviter cette emprise du mythe, en gros, de la dépossession raciale, c'est-à-dire cette idée qui est quand même, pour plein de gens, qui paraît évidente, en fait, en gros, qu'on n'est plus chez nous, quoi, en fait, voilà. Quel antidote intellectuel on peut mettre en place, sachant que c'est un imaginaire puissant? Alors déjà, je pense que la chose la plus importante, c'est de comprendre que les idées d'extrême droite, elles ne sont pas, aux États-Unis comme en France, cantonnées à une frange de miliciens pathétiques, que d'une part, les gens d'extrême droite, de l'ultranationaliste et du white power aux États-Unis, c'est pas des pauvres déclassés, c'est des gens de toute catégorie sociale, et il faut comprendre le degré auquel nous sommes parvenus de naturalisation de ces idées-là dans le discours politique, et qu'elles apparaissent aujourd'hui comme le sens commun, de dire, bon, on n'est plus chez nous, l'immigration est un problème, quand même, les antiracistes ne sont-ils pas eux les racistes, on ne peut plus rien dire, que toutes ces idées-là viennent de l'extrême droite et qu'elles ont été normalisées par des gens très bien et très respectables qui aujourd'hui, tout en pointant du doigt l'extrême droite et se dire post-racial ou antiraciste ou universaliste, les défendent. Et enfin, au niveau politique, les États-Unis ont déjà donné l'antidote, c'est la campagne de Bernie Sanders, c'est-à-dire à ceux qui répondent, les ignorants des États-Unis, que le problème c'est ou la politique des identités ou la politique de classe. Bernie Sanders a répondu depuis 40 ans, mais plus précisément encore depuis quelques années, que les plus antiracistes, ce sont les plus socialistes, que ceux qui sont le plus pour les réparations, la fin du racisme structurel, la réforme des prisons, ce sont les mêmes que ceux qui sont pour le salaire minimum, plus de droits du travail et la redistribution et la régulation des banques. C'est-à-dire que ce qu'a inventé Bernie Sanders, et aujourd'hui 40% des jeunes du Parti démocrate se disent socialistes, c'est ce dépassement de l'opposition absurde, et là aussi construite par les conservateurs, entre ou trop pour les minorités ou trop pour les ouvriers. Voilà. Et en fait, cette réconciliation-là, elle existe déjà, c'est un mouvement, je ne vous l'apprends pas, d'une puissance et d'un potentiel tout à fait exaltant, et c'est là la réponse, et c'est pour ça qu'il y a tant d'antiracisme. Sauf que pas de bol, c'est pas Bernie Sanders le candidat, c'est Joe Biden. Oui. Voilà, alors très centriste, hein, qui fait pas beaucoup campagne. Non. Voilà, et qui espère gagner sur la lassitude de Trump. Est-ce que ce sera suffisant, même si c'est pas la solution que vous suggérez? C'est pas Bernie Sanders, Joe Biden, mais est-ce que ça sera suffisant? Pendant très longtemps, j'ai pensé que le problème de Joe Biden, c'est qu'il essayait d'être un Trump de gauche, c'est-à-dire le vieil homme blanc qui ne veut fâcher personne, qui a à son actif politique quand même une longue histoire droitière, qui a néanmoins été le VP de Barack Obama, qui a soutenu la réforme de la santé, mais qui est quelqu'un de très prudent.
que vous dire Il a une chance formidable qui est que le mouvement social inarrêtable qui s'est mis en place le pousse un petit peu sur sa gauche, mais les atouts de Donald Trump sont considérables et on aurait tort de penser qu'il est en train de s'étioler et de s'éteindre parce que ce ressentiment, cette peur des Blancs, elle est capable de déplacer les montagnes. Et tant qu'il représente 70% de l'électorat américain, Donald Trump peut encore dormir tranquille. C'est pas joyeux, mais c'est très intéressant. Vous restez avec nous, le 24h Mediapart. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, voici ce que vous pouvez y trouver. Une journée hyper importante à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prononcé son discours sur l'état de l'Union. Très attendu, mais décevant pour la gauche et les écolos sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ludovic Lamant et Amélie Poinceau vous racontent. La condamnation à 2 ans de prison ferme pour le journaliste algérien Khaled Drareni. Rachida El Azouzi revient sur son crime, entre guillemets, avoir couvert le Irak, la révolution algérienne, avoir donc tout simplement fait son métier. La 5G en débat, notre contributeur du club, Antoine Martin, co-signataire de la tribune demandant un moratoire, revient sur la réponse de Macron, les amiches, le retour à la lampe à huile. Pour lui, le président fait peu de cas du débat démocratique. Son intervention a inspiré beaucoup d'abonnés. Regardez toutes ces contributions qui vous feront de la lecture sur le sujet. D'ailleurs, tous les billets sont en accès libre, tout comme cette émission, mais pas le reste du journal, qui ne vit que grâce à ses abonnés. Donc, si vous le pouvez, bien sûr, abonnez-vous. Nous en serions ravis. N'hésitez pas, l'offre du moment s'affiche en bas de l'écran. 11 € pour 3 mois. Merci Sylvie Laurent d'être passée dans À l'air libre. Je rappelle que vous êtes historienne et américaniste, enseignante à Sciences Po Paris, mais aussi à Harvard, à Stanford. Et vous publiez ce livre, Pauvre petit blanc, le mythe de la dépossession raciale. Ça sort le 24 septembre, c'est ça. Donc dans quelques jours, la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller l'acheter. Merci Sylvie Laurent. Merci à vous. Mathieu, à demain. À demain. Bonne soirée à toutes et à tous.